Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Le podcast revient pour cette 5e saison, alors tenez-vous prêts, nous embarquons pour 7 histoires en mer qui vous feront naviguer des mers les plus nordiques aux mers du Sud, à travers les glaces jusqu'aux îles caribéennes, bravant des tempêtes, des naufrages ou encore des départs de feu en bateau à voile. Bateau-stoppeurs, régatiers, skippers, navigateurs occasionnels et vrais passionnés, je vous propose de découvrir ces 7 récits d'aventure où ces femmes et ces hommes nous partagent leur goût pour le large. Aucune expérience requise, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le bruit des vagues. Dans cet épisode, nous embarquons avec Elisabeth et mettons le cap sur les Caraïbes. À bord, 8 femmes avec une histoire de vie commune qui les réunit pour cette folle aventure. Cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lucie. Merci de venir sur le podcast Retour à l'instant T pour me raconter ton aventure. Je suis ravie de te recevoir. C'est un grand plaisir de pouvoir partager cette aventure avec toi, les auditeurs et les auditrices. On prévoit du coup, dans cette série qui va être dédiée aux navigatrices et aux navigateurs à la voile, plusieurs récits et le tien me plaît énormément parce que tu vas me parler d'une histoire personnelle et féminine qui a pris de l'ampleur, qui a touché plusieurs femmes, tu as emmené avec toi. Est-ce que du coup, avant toute chose, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, en quelques mots, me dire un petit peu qui tu es? Alors je suis Elisabeth Torrensgo, voilà, j'ai 63 ans et puis j'ai toujours été intéressée par les reportages, mais j'ai commencé à faire des reportages un peu tard dans ma vie. Je voulais être journaliste. Et en fait, j'ai commencé, si tu veux, à être journaliste amatrice à partir de l'âge de 50 ans, une fois que mes enfants avaient quitté la maison, ce qui est un schéma assez classique, voilà. Et je me définis comme quelqu'un d'assez curieux. Voilà, ça me fait bizarre de parler de moi, alors que je pose toujours cette question aux autres. Voilà. Et ben voilà, cette fois, c'est toi qui vas de l'autre côté du micro. Du coup, toi aussi, tu aimes la voile. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment cette passion, ou en tout cas ce goût pour la mer est né? J'ai grandi au bord du lac Léman, au bord du lac de Genève, pour celles et ceux qui ne savent pas où c'est, tout près de... entre Genève et Lausanne. Et donc j'ai toujours eu un plan d'eau sous les yeux. Quand j'avais 15 ans, je voulais m'acheter un laser, parce que j'ai un cousin qui a fait le tour du monde sur le bateau Mérite, le bateau de Pierre Fellman à l'époque. Donc il me faisait rêver. Puis lui, il naviguait aussi sur... non, c'était un 4 mètres sur le lac. Et mon père m'a interdit de m'acheter ce voilier parce qu'il disait que j'allais rencontrer des garçons. Il avait peur que je rencontre des garçons et que, voilà, j'ai des mœurs un peu qui lui plaisaient pas. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. J'ai 63 ans, c'était il y a 45 ans. Donc, c'était une énorme frustration. Et finalement, j'ai fait de l'alpinisme, mais c'était pas mieux au niveau des rencontres, parce que quand je partais faire des courses de montagne, on passait des nuits en cabane et là, on rencontrait des garçons. Et c'est du reste, dans le cadre de l'alpinisme, que j'ai rencontré mon mari, et c'est lui qui m'a donné le goût de la voile. On est parti vivre un moment aux États-Unis. Et on avait quitté Genève, on avait fait nos études à Genève, puis on est parti un moment vivre aux États-Unis. À notre retour, un jour, il est revenu à la maison, et puis il a dit, j'ai acheté un voilier. C'était son rêve. C'était une surprise. Petit voilier de 7,60 m. C'est une série qui est très répandue sur le lac Léman. Il y en a aussi plein en mer. En Bretagne, je crois qu'il y en a pas mal. Et puis voilà, on a commencé à naviguer en famille. Lui, il savait naviguer. Moi, j'avais fait de la planche à voile. Et j'ai pris des cours. J'ai passé le permis lac parce qu'ensuite, il faut avoir un permis pour naviguer sur le lac Léman. Ça m'a bien plu. Et là, des fois, je sortais seule avec mes enfants. Des fois, je partais avec des amis, on prenait nos enfants ensemble. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la voile. Je me définis pas comme une grande navigatrice. J'ai jamais, par exemple, mis le SPI, tu vois.
J'aimais partir sur le lac pour partager des bons moments avec des amis, mes enfants. La compétition, ça m'a jamais vraiment intéressée. Mais ce qui est dommage, parce que le ski, c'est quand même sympa à mettre. Et là, quand je sortais avec Bernard, mon mari, oui, on mettait le spi. Mais pas quand je partais avec les amis ou les enfants. Quelque chose qui m'a retenu mon attention, c'est que c'est pas le premier épisode que j'enregistre de cette série. Et toutes ces personnes que j'ai face à moi où vous avez un attrait pour la mer, l'attrait pour la montagne est également présent. Je crois que c'est les grands espaces, d'être dans la nature, d'être plongé au milieu des éléments. Et c'est vrai, j'ai remarqué ça. Souvent, les personnes qui aiment la mer, elles aiment aussi aller en montagne, elles font de la randonnée ou de l'alpinisme. Peut-être qu'il y a aussi on recherche une forme de spiritualité ou non, ces sensations qu'on peut avoir quand on est au large ou face à un ciel étoilé en montagne. Voilà, il y a une dimension peut-être un peu plus spirituelle, métaphysique. En tout cas, en ce qui me concerne. Et du coup, toi, tu disais, tu as fait beaucoup d'alpinisme. Dans ma jeunesse, grâce à mon père, puisque finalement, ça m'a permis de rencontrer mon mari. Donc, au lieu de partir faire un stage de voile au Glénan, ou tu vois, je vais aller en Bretagne, il m'avait interdit de partir là-bas, je me suis inscrite à un camp d'alpinisme. Mais j'avais 16 ans. Mais moi, ça a été une révélation. Et voilà, j'ai commencé l'alpinisme. Et ce qui m'a surtout plu à l'époque, c'était l'escalade. Et pendant, je ne sais plus, 6-7 ans, l'escalade, ça a été toute ma vie. Moi, j'allais pas au cours. J'habitais à Genève, c'est à la frontière franco-suisse. Il y a une montagne qui s'appelle le Salève et qui a des falaises. Et moi, je courbais les cours. Enfin, j'allais pas au cours pour aller escalader les parois. Et je me partais même des fois en solo. J'étais un peu folle. Voilà. Bon, je suis pas devenue une grande alpiniste parce qu'après, j'ai eu mes enfants, on est parti vivre aux États-Unis, puis là, on a tout laissé tomber. Donc, ce qui me ramène de nouveau, à l'achat du voilier. Donc, on a eu ce petit voilier qu'on a appelé Monaghan, du nom d'une île dans le Maine qu'on aimait beaucoup quand on vivait là-bas. Et voilà, donc on a navigué, puis à un moment donné de ma vie, vers l'âge de 5, j'ai navigué pendant 10 ans comme ça, et j'aimais vraiment beaucoup. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, ça va peut-être avec mon développement de femme, mon développement personnel. À un moment donné, j'ai eu envie d'investir du temps plus dans des projets créatifs, dans l'écriture, dans les reportages. Puis j'ai un peu délaissé la voile. Évidemment, quand on délaisse la voile, on perd un peu la main. Si tu veux, j'ai cessé de progresser, puis finalement, j'ai laissé mon mari un peu faire les manœuvres, ou même mes enfants. Et puis j'étais un peu plus passive. En fait, je crois que je suis arrivée dans une période de vie où j'avais besoin de reprendre en main ma vie, comme j'ai souvent été en retrait. Comme beaucoup de femmes de ma génération derrière la carrière de mon mari. Bon, j'étais enseignante. D'un coup, j'ai fait un peu ma crise de la cinquantaine. Et là, je me suis lancée dans des grands projets professionnels. J'avais plus de temps pour naviguer. Et alors, quand est-ce que j'ai recommencé à naviguer? C'est un peu triste, mais enfin triste ou pas, parce que finalement il y a toujours un cadeau caché dans les malheurs. Donc en 2016, donc voilà, j'enseignais tout, et puis je faisais mes contrôles réguliers, des mammographies régulièrement pour le dépistage du cancer du sein, donc. Et puis voilà, comme toutes les femmes, à partir de 50 ans, moi j'étais un petit peu plus suivie parce que ma maman avait eu un cancer du sein à l'âge de 60 ans, mais il était vraiment pas trop méchant, donc elle est toujours de ce monde. Donc je mis ma mammographie, j'avais aucune peur d'aller là-bas, et du reste, voilà, un jour, j'ai rendez-vous dans le centre de radiologie, je me dis, bon, faut que ça aille vite, parce que dans un petit moment, je dois aller enseigner. Donc, zéro stress. Et le médecin, fait ses examens, il fait ma mammographie, il dit, mais tout va bien, mais comme j'étais une personne à risque, vu que ma maman avait déjà eu un cancer du sein, il dit, bon, on va vous faire une échographie. Il regarde le sein gauche, tout va bien, regarde le sein droit. Au moment de finir, il me dit, ça va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire, mais je vois quelque chose là qui est louche.
Et puis là, tout d'un coup, mais c'est mon sang, c'est glacé. Enfin, littéralement, cette expression, elle prend tout son sens. Elle a pris son sens, ouais, vraiment. Et là, j'ai tout de suite pensé que c'est grave. Enfin, je pense que c'est grave parce que j'ai jamais eu de soucis au sein, jamais eu de kyste, quoi que ce soit. Alors, il me dit, bon, on va vous faire une biopsie. Alors, j'ai la chance d'être dans un réseau de cliniques privées qui est très efficace. Il fait la biopsie. On me demande enfin, il y a une infirmière qui me dit, c'est quoi votre nom? Enfin, elle devait coller une étiquette sur l'éprouvette dans laquelle elle mettait l'échantillon. Moi, j'étais complètement sonnée, je savais même plus comment je m'appelais. Il fait la biopsie et tout ça, puis il me dit, bon, bah, maintenant, il faudra être patiente. C'était un jeudi. Vous aurez les résultats lundi prochain. Donc, tout le week-end à attendre, c'est mortel, c'est hyper stressant. Et puis, par chance, en fait, les résultats, je les ai eus le lendemain. Donc, le médecin me dit qu'il y a une mauvaise nouvelle. Moi, je suis sortie ensuite dans la rue complètement hébétée. Puis après, je me suis dit, en fait, soit je me morfonds, soit je me mets au lit. Je bouge plus. Soit la vie continue. Hein. Donc, le médecin, il m'avait dit, il va falloir prendre sur vous. Enfin, c'est pas facile, mais moi, finalement, on est seul au monde, hein, quand on a une mauvaise nouvelle comme ça. Je trouve que c'est très dur. La maladie, c'est vraiment rude de chez rude. Si on apprend un deuil, c'est l'horreur. On peut partager ce deuil avec d'autres. Les mauvaises nouvelles, puis ça, c'était encore voilà, j'ai eu la chance finalement d'avoir pas eu un cancer trop méchant. Mais c'est quand même assez dur, faut prendre sur soi. Voilà, et donc 5 jours après, j'ai été opérée, j'ai eu la chance de pouvoir conserver mon sein. J'ai eu de la radiothérapie, j'ai échappé à la chimio. Au début, c'était pas clair, parce qu'il y avait quand même une deuxième mauvaise nouvelle quand on a eu les résultats après l'opération, parce ils font des prélèvements aussi, évidemment, ils analysent la tumeur. On a vu que j'avais des gros métastases dans 2 ganglions. Ils font toujours le prélèvement de ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Si ce ganglion est sain, ah ben voilà, c'est bon, en général, il n'y a pas de chimio. Si les ganglions sont atteints, suivant le nombre, ben il y a une chimio en plus. Donc moi, j'étais dans une zone grise. Et vive les progrès de la médecine, parce que les médecins ont envoyé cet échantillon aux États-Unis. On a fait un test génétique pour voir si une chimiothérapie apporterait plus de bénéfices que si on ne savait pas. Ils savaient pas s'il fallait m'en faire une ou pas. Et là, j'ai dû attendre 4 semaines, ça c'était mortel. Donc prendre sur soi, vivre un peu normalement. Puis finalement, la bonne nouvelle est tombée, donc j'ai pu échapper à cette chimio. Voilà, donc j'ai fait mes rayons et tout ça. J'ai une amie qui m'a prodigué ce qu'on appelle le secret, parce que les rayons, ça brûle. Je lui avais donné les horaires de mes interventions, de mes sessions, puis chaque fois que j'avais ma séance, elle faisait des prières. C'est ce qu'on appelle les coupe-feu. C'est génial, et grâce à elle, j'ai presque pas été brûlée. Bref, je finis mes séances de radiothérapie. Après, j'ai dû commencer un autre traitement qu'on appelle l'hormonothérapie. Et celui-là, il est assez impactant, parce qu'il crée des effets secondaires assez violents. Il donne des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, et puis plein d'autres symptômes. Et puis au bout d'un mois, j'avais de la peine à me lever de ma chaise, à marcher. Non, c'était très pénible. Alors c'est là que je me suis remise à faire un peu de l'activité physique. Parce qu'on sait que ça atténue tous les effets de ce qu'on appelle des chimiothérapies ou de l'hormonothérapie. Donc moi, j'ai dû prendre ce médicament pendant 5 ans. Mais bon, ça allait, je gardais le moral, mais 6 mois après mes traitements, tout d'un coup, j'ai commencé à décompenser. J'ai des grosses crises d'angoisse. La peur de la récidive, on se sent seul. Tant qu'on a les traitements, on est très bien entouré, on voit 1000 personnes, tout le monde. Puis en fait, en plus, moi, j'ai pas perdu mes cheveux, ben Dieu merci, mais comme ça se voit pas, hein, sur le visage, après, tes traitements sont finis, tout le monde se dit, ben, allez, tout va bien, elle va reprendre sa vie comme avant. Mais non, tu reprends pas ta vie comme avant. Donc j'ai eu un stress post-traumatique, ça c'est une relation hyper classique après des maladies, des chocs. Mais il n'en demeure pas moins après tout le monde est différent, hein, mais moi j'ai quand même toujours un peu cette trouille que ça revienne de la récidive, parce que quand tu as eu un cancer du sein, c'est rare qu'on dise vous êtes guéri.
Parce que suivant les formes de cancer, on sait que ça peut revenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Alors moi, j'ai fait ce test génétique, puis maintenant, je sais que je suis retombée dans les statistiques, entre guillemets, normales. Je suis comme toutes les femmes, en fait, dans la société, dans les sociétés occidentales. Là, je vais parler des pays que je connais, la Suisse, la France, la Belgique. Il y a une femme sur 8 dans sa vie qui développerait un cancer du sein, ce qui est énorme, hein. Et donc, je suis retombée dans ces statistiques. Donc, tout va bien. Voilà. Bon, je suis vraisemblablement guérie, comme m'ont dit mes médecins. Alors maintenant, quel est le lien entre la voile et ma maladie? Un jour, voilà, je vais chez mon médecin, que j'adore. J'ai un oncologue qui se bat beaucoup pour que les femmes ou les personnes atteintes par des cancers fassent de l'activité physique. Et lui, il soutient un projet qui s'appelle Ramer en rose. Puis là, ça me trottait depuis un moment dans ma tête, parce que je fais quand même un retour en arrière. Voilà, un jour, je suis chez moi à la maison. Puis il faut dire que depuis chez moi, j'ai une vue sur tout le lac Léman. Et puis, tout d'un coup, je me sentais tellement pleine de gratitude face à l'univers, à la vie, parce qu'on m'avait donné une deuxième chance. Et je trouve ça génial. Tout d'un coup, je me dis, t'as reçu une deuxième chance. Tout d'un coup, je commence à ressentir une boulimie face à la vie. Je me dis, c'est fini, tout ce qui m'ennuie, je le fais plus. Puis toutes les opportunités, je les saisis. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas demain, dans 10 ans, dans 5 ans. On sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que je vais mourir demain, ou dans 2 ans, je serai plus sur cette terre. Allez, je fais tout ce que j'ai envie. Et c'est là que, tout d'un coup, je me dis, mais j'ai envie de partir en mer. Et pas partir sur le lac Léman, mais partir en mer. Je sais pas pourquoi c'est venu. C'est comme une évidence, ça m'est un peu tombé dessus. Moi, j'ai envie de partir en mer, j'ai envie de prendre le large. Alors, j'en parle à Bernard, mon mari. Et lui, il est en plein dans sa routine de travail. Enfin, lui, il est pas dans la même temporalité, hein. Il n'a pas vécu ce traumatisme. Il se dit, ma femme, en plus, il est scientifique, c'est un chercheur. Il a analysé tous mes résultats. Il se dit, elle est tirée d'affaire, tout va bien pour elle. Voilà, donc il reprend sa vie. Il se dit, moi j'ai recommencé mon boulot aussi. Par contre, au fond de moi, j'ai quand même toujours un peu cette angoisse. Et si, puis en même temps, je me dis, maintenant, je veux vivre. Donc, je dis à Bernard, t'es d'accord, on prend 6 mois sabbatiques, un congé non payé, puis on part 6 mois en mer. Et lui, il est pas du tout dans ce mood-là. Il dit non, non, non. Puis il me dit une chose assez quand même pertinente, parce que lui, il a son permis mer en Suisse. Pour naviguer en mer, on est obligé de passer un permis mer, mais il est compliqué, hein. C'est 4 mois de cours du soir, une fois par semaine, puis un examen de 7 heures, un examen théorique qui dure 7 heures de temps. Puis après, il faut faire des 1000 en mer, il faut faire des stages accompagnés, et il faut faire 1000 en mer. Donc lui, à ce moment-là, il a déjà son permis mer, il l'avait passé à l'âge de 50 ans, parce qu'il avait envie de partir en mer. Mais on est 10 ans plus tard, puis la mer, c'est plus tellement sa priorité. Donc il dit non, moi je vais jamais prendre 6 mois de congé sabbatique, passe déjà ton permis mer, parce que je veux pas que tu viennes et puis que tu saches, tu vois, entre guillemets, rien faire, mais il a bien raison. Je veux pouvoir compter sur quelqu'un, il faut qu'on soit les deux à même de gérer un bateau, qu'on puisse les deux porter cette charge mentale. Va passer ton permis mer, après on rediscute. Donc moi je m'inscris à mon permis mer, j'ai adoré ça. J'ai galéré parce que moi je suis plutôt une littéraire. On doit apprendre à faire des routes sur la carte, tu sais, tracer plein de choses, les marées, tout ça. Mais surtout, ce qui me posait problème, c'était le travail sur carte. Parce que moi j'ai de la peine à me repérer dans l'espace. Donc j'ai bossé, j'avais 58 ans, donc c'était un peu comme si je reprenais des études à 58 ans. Mais bon, les cours, c'est hyper sympa. Je me fais des amis, on a tous des rêves. Donc je passe ce permis mer. Et je dis à Bernard, alors voilà, maintenant c'est bon. Mais non, lui, il était toujours il avait d'autres projets pour lui, ce que je comprends. T'es d'accord de louer un bateau en été ou faire des stages de voile en mer, mais partir 6 mois, non. Et je me dis, mais bon, il veut pas faire ça. Il veut pas partir avec moi, je vais pas l'attendre. Parce qu'il me disait, oui, mais un jour, à la retraite, on partira.
peut-être à la retraite, je serais morte. Donc, allez, on va faire comme ça. Je me disais, je pourrais monter un projet moi-même. Ça commence à prendre naissance dans ma tête. J'ai de l'expérience en gestion de projet. J'ai monté plusieurs gros projets dans ma vie, des projets culturels. Là, c'était un projet sportif. C'était quand même un peu différent. Donc, je me dis, tiens, et si j'organisais une transat avec des femmes qui ont aussi eu le cancer du sein? J'ai ça en tête, mais c'est vraiment une idée un peu en l'air, hein. Un jour, je vais faire de nouveau mon contrôle chez mon oncologue. Je vais faire les contrôles. À l'époque, c'était tous les 6 mois. Donc, je vais faire mon contrôle de 6 mois chez mon oncologue. Je vois tous ces petits flyers sur l'aviron, là, sur son bureau. Puis je lui dis, sur le ton de la plaisanterie, vous voulez pas soutenir un projet de transat au féminin avec des femmes qui ont le cancer du sein? Il me dit, pourquoi pas, allez-y, présentez-moi un concept, envoyez-moi un concept. Et puis je peux entrer en matière. Lui, il fait partie d'un réseau, voilà, d'un réseau dans le canton de Vaud, enfin près de la région lausannoise. Et puis, ils soutiennent déjà ce projet Rami en rose. Donc il était tout content que quelqu'un vienne avec une idée. Je suis rentrée chez moi, j'ai bossé pendant toute la nuit, j'ai pondu un concept. Ça, je sais assez bien faire. Je l'ai envoyé par mail. Donc il ne revenait pas. 2-3 jours après, il me dit, d'accord, on soutient. Et du style, ils ont dit, on vous donne déjà 10 000 € pour ce projet. Tu vois, c'était incroyable. C'était tout aligné. Enfin, une semaine plus tard, je vais faire mon contrôle chez ma gynécologue, parce que, quand t'as eu un cancer, t'as des contrôles partout, hein. Et puis, elle me demande comment ça va. Je vais bien, je suis en train d'organiser une transatlantique à la voile avec des femmes qui ont le cancer du sein. Puis, c'est celle qui m'avait donc opérée. Puis je vois les lumières qui s'allument dans ses yeux. Puis moi, je me dis, tiens, ce serait pas mal d'avoir une médecin à bord, pas pour s'occuper du cancer, mais de la bobologie. Et puis si on devait avoir un souci, au moins je peux me décharger de tout ça. Elle s'occupera de la pharmacie de bord et puis des problèmes qui pourraient survenir. Je lui dis sur le ton de la boutade, mais moi je cherche une médecin, ça vous intéresse? Puis elle a à peine réfléchi 30 secondes, elle dit, d'accord. Et à la fin de mon rendez-vous, elle regardait dans son agenda, elle dit, c'est bon, j'ai bloqué 1 mois dans 14 mois, je suis partante. Et puis elle est géniale, cette médecin, parce qu'elle m'a aidé à trouver d'autres sponsors. Enfin, on était soutenus par la clinique dans laquelle elle fait des interventions. Et puis un peu, tout s'est aligné comme ça. Tout de suite, j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux pour trouver des équipiers. Alors ça s'est rempli. J'aurais pu remplir 10 bateaux, hein, et tout. Bon, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein. J'ai eu des messages de partout, du Canada, de la France, la Suisse, mais comme le projet était financé localement, enfin moi j'ai décidé que j'allais partir avec des femmes qui vivaient dans la région et qui étaient soutenues par les gens qui nous finançaient, quoi. Ouais, la skipper, c'est une amie, c'est une femme que je connaissais pas très bien, mais c'est une amie qui a fait le tour du monde à la voile sur un voilier pendant 3 ans avec toute sa famille. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les Favres en mer. J'avais lu ses récits et ça m'avait toujours fait rêver. Et c'est quelqu'un qui est un peu différent. C'est pas une skipper professionnelle, mais c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc, qui est très ouverte. Et puis, il fallait avocate de métier, mais elle adore la mer. Et son mari travaille aussi dans le milieu de l'événementiel, de la course au large notamment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui fait aussi de l'hypnose ericksonienne. Elle a une formation en hypnose ericksonienne. Donc c'est une skipper un peu pas comme les autres. Puis drôle et pas autoritaire. Voilà. Quand j'ai monté ce projet, je me suis dit, mais il faut que ce soit elle qui vienne skipper. Elle a quand même réfléchi quelques jours. C'est une sacrée responsabilité d'embarquer 7 autres femmes. Et franchement, à l'époque, on était toutes navigatrices en mer débutantes. Donc faut porter cette responsabilité, mais bon, elle a très vite dit oui. Je cherchais encore 1 ou 2 équipières, ça pour dire comme les planètes s'alignent. Un jour, j'ai une équipière qui me dit, tu devrais appeler telle et telle personne, elle travaille dans une fondation à l'hôpital de Genève, peut-être elle pourra te soutenir. Alors j'appelle cette personne, et cette personne me dit au téléphone, et ça me donne encore des frissons, elle me dit, mais vous n'êtes pas la sœur de Anne?
Et puis je dis oui. Ah ben j'ai bien connu votre sœur parce que oui, bon, moi j'ai une sœur dont j'étais proche, qui est décédée à l'âge de 38 ans. Voilà, on l'a retrouvée un jour en bas d'une falaise, c'était vraiment le drame de ma vie. Pour moi c'est un suicide, mais d'autres personnes de la famille disent c'est un accident, un suicide, bref, un peu un tabou. Mais bon, moi je dis que ma sœur, elle s'est suicidée, et c'est une histoire vraiment très triste, elle a laissé 2 petites filles. Et il se trouve que cette personne-là, c'est une femme, elle s'appelle Stéphane, je l'appelle au téléphone, puis elle me dit, j'ai bien connu votre sœur. Voilà, ça me fait un coup. Puis après, elle me dit, et puis si vous savez, moi j'ai aussi eu un cancer du sein. Donc c'était comme si on était connectés. Puis cette Stéphane a vécu un drame aussi dans son entourage, elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait vraiment, enfin l'amour de sa vie, qui est mort. Donc on avait plein de connexions. Puis je lui demande, et vous faites de la voile? Elle me dit, oui, j'adore ça. J'ai dit, ben alors, vous voulez pas venir à bord? Elle dit, ouais, alors je veux bien. Ce sera avec grand plaisir, mais il faut savoir si je viens à bord, je pourrais pas financer votre projet. Je dis, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, elle est montée à bord, puis il s'avère que cette femme, Stéphane, elle est à la tête d'une fondation qui fait de la philanthropie, donc la recherche de fonds, c'est son métier. Et finalement, le projet Rose Transat, il a pris tout d'un coup un essor énorme. À la base, j'imaginais monter un projet, je me disais, je trouve quelques dizaines de milliers d'euros, et puis c'est bon, le projet il est autofinancé, et puis moi je paye rien. Mon travail, c'est une façon, enfin mon plaisir c'est de participer, ça me coûte rien en gros, opération blanche. Et elle me dit, mais non, mais faut voir grand. Et du coup on a vu grand, et pour dire, on a levé, on a eu un projet, notre budget est passé de 30 000 euros à 250 000 euros. Donc c'est impressionnant. J'avais quand même une envie aussi, parce que comme j'aime écrire, j'ai publié plusieurs livres. Je m'étais dit, je vais écrire un livre, ce sera le journal de bord de ce projet. Donc il était aussi dans ces 250 000 euros, bien sûr, qu'il y a ce projet de livre. Finalement, on décide de faire un film, donc il y a aussi le financement pour un film. Et puis, comme on a la personne, Francesca, qui est devenue une amie, qui est montée sur le bateau, travaille pour la radio suisse romande. Ce podcast 8 femmes à bord, qui a eu un très gros impact et qui continue à avoir un joli impact autour de nous. Et tant mieux, parce que je sais il aide énormément les femmes touchées par un cancer du sein. Et du reste, grâce au podcast, j'ai fait des rencontres formidables. Enfin, si tu veux, c'est la radio qui a monté ce projet, donc c'était encore un cadeau en plus. Donc voilà, on a ce projet qui est bien ficelé. Et moi, je m'éclate dans la gestion du projet. J'adore, j'aime bien. Hein, j'ai aussi une formation. Je suis enseignante, prof d'histoire, mais j'ai aussi une formation dans la communication. Et donc, je m'éclate en montant ce projet. J'apprends énormément en travaillant avec Stéphane, qui sait gérer des sponsors, des mécènes. Et puis surtout, on est entouré d'énormément d'amour. C'est extraordinaire, tous ces gens. Enfin, on est quand même 8 femmes. Et toutes ces 8 femmes, on a plein de gens qui nous soutiennent. Donc ça fait une équipe énorme. Je pense que ça fait 200-300 personnes qui nous suivent, qui nous encouragent. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, tout le monde est excité, on va partir. Alors on est quoi en mois je sais plus, de juillet 2019. Le départ est prévu pour novembre 2019. J'ai trouvé un bateau. Je suis allée au Salon Nautique à Paris en novembre 2018. J'ai trouvé un bateau. Et ça, c'était un gros challenge. C'est pas évident de trouver des bateaux. Soit tu payes très cher, tu dois louer un bateau, puis ça te coûte une fortune. Soit tu trouves des bateaux qui sortent des chantiers navals. Et puis, ils cherchent des personnes qui font le convoyage. Et donc, nous, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé un bateau. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une entreprise de location de voiliers aux Antilles. Et en fait, la maman du directeur, elle a eu un cancer du sein. Donc, il est sensibilisé à la cause. Donc, il nous fait vraiment des bonnes conditions pour avoir ce bateau. Mais voilà, au mois de juillet, tout d'un coup, il m'appelle, puis il me dit, Elisabeth, il y a un gros souci avec le bateau. On avait réservé un lagoon 46 pieds. Il dit, il y avait un problème avec les mâts de ces bateaux. Et ils avaient le numéro 1 ou 2, c'était une nouvelle série. Ce bateau avait dématé. Donc tu vois, c'était exclu qu'ils nous laissent partir avec un bateau qui a un souci. Il fallait d'abord résoudre ce problème.
Et on n'avait pas le droit d'en parler. Bon, maintenant, il y a prescription. Parce que depuis, ils ont résolu le problème. Et il dit, je sais pas si vous aurez un bateau. Alors là, je suis mal parce que j'ai vendu, entre guillemets, du vent à tous mes sponsors. On va faire une transat, on écrit un livre, patati patata. Mais on n'a pas de bateau. Donc pendant un mois, j'ai rien dit à l'équipage. J'ai gardé le secret. Je crois que j'ai juste mis peut-être la skipper dans la confidence, Muriel. Les autres ne savent rien. Et je fais comme si, et je sais toujours pas si j'ai un bateau. Et ouf, fin août, il s'appelle Thibaut. Thibaut m'appelle, il me dit, c'est bon, je t'ai trouvé un bateau. C'est un 42 pieds. Puis c'est très bien, il était super, ce voilier. C'est génial. Donc, on est complètement euphorique parce que c'est l'aventure d'une vie. On a toutes pris des congés non payés. On bosse toutes. Et en fait, moi, j'aime bien, quand je monte des projets, être un peu dans la collaboration, la coopération. C'est moi la chef de projet, mais j'ai pas envie de tout décider. Et je me dis, si je veux que le projet résonne, il faut que tout le monde s'approprie. Et finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Donc, il y a Stéphane qui m'aide beaucoup pour la recherche de fonds, toutes les relations avec les sponsors. Il y a une fille qui a vraiment eu un parcours très difficile. Caroline, elle témoigne dans le podcast 8 femmes à bord. Elle, c'est comme si on la sortait, comment elle était en train de se noyer, puis ce projet, ça lui fait sortir la tête hors de l'eau. Et elle a décidé de faire de la photo pendant qu'elle sera à bord. Elle adore la photo, donc elle fait la photo, elle m'aide aussi pour toutes les commandes de vêtements, parce qu'on est vraiment comme c'est presque comme un projet de course au large, quoi. Si les sponsors, maintenant, ils veulent quand même un peu des retours, donc on a toutes le même équipement, des vestes roses, elles sont super. Et, je sais pas, on a beaucoup, beaucoup de partenaires. Donc Caroline, elle s'occupe de la photo, de la gestion de tout ça. J'ai une amie qui m'accompagne dans le projet. C'est une femme que j'avais rencontrée, qui était là quand j'ai appris la mauvaise nouvelle. Je faisais un reportage, je l'interviewais. Elle était là. Puis il se trouve qu'on s'est retrouvés au cours mer. On a passé notre permis mer ensemble. Donc elle me donne un coup de main pour toute la gestion du projet. C'est une professionnelle là-dedans. Donc en fait, toutes les participantes de la traversée se donnent une mission à bord et prennent un rôle qui va chacune leur être dédié pendant la transat. C'est ça. Elles se sont tout approprié le projet. Et ça a créé déjà un esprit d'équipe. Donc le jour du départ, c'est aux Canaries. Je crois que c'était le 28 novembre, quelque chose comme ça. On a notre sponsor qui est là. On a un photographe. J'avais engagé un photographe professionnel qui est là. Le photographe, il a loué un Zodiac. On a les gens qui vont réaliser le film. Il y a un Zodiac avec des gens qui sont venus nous voir partir. Celui qui filme avec un drone, on est complètement euphorique. On part, et les 3 premiers jours, avec plusieurs équipières, on prenait des fous rires. C'était irréel, c'est quand même un projet d'une vie. Hein. On part faire la transat, 8 femmes, sur ce catamaran, on a plein de supporters, des gens qui nous suivent. Il y a Aurélia Roura-Moreau qui s'occupe de la communication. C'est l'épouse d'Alan Roura, celui qui est en ce moment en train de faire le Vendée Globe sur Hublot. C'est une spécialiste de la communication pour la course au large. Elle est excellente pour tout ce qui est réseaux sociaux, faire des communiqués de presse, écrire des newsletters. Donc Aurélia, elle s'occupe de notre com. On a trouvé un partenaire, un sponsor pour la com, donc on a Internet à bord. Donc on peut envoyer des WhatsApp, et là on a essayé d'avoir une règle entre nous. C'est que personne n'envoie des messages WhatsApp à la famille. On envoie juste à Aurélia pour les sponsors. Donc on lui envoie des petits bouts de film, puis elle fait des capsules vidéo. Bon, alors, le premier jour, on était complètement euphorique. Donc on était 3 ou 4, mais à prendre des fous rires, je te jure, à se rouler par terre de rire. Puis ça a commencé à en agacer. Il y a une qui comprenait pas, elle nous trouvait fofolle, mais on était un peu fofolle, complètement surexcités. Et elle, ça l'agaçait. Puis finalement, ça l'agaçait. Alors on est parti des Canaries, on allait au Cap-Vert, et plus on allait vers le Cap-Vert, plus la mer grossissait. Et les 3 jours avant d'arriver au Cap-Vert, on avait quand même la grosse mer, des creux de 4 mètres, des points, des vents de 25 nœuds quand même, avec des pointes à 30 nœuds. Je pense qu'on s'est quand même pris 1 ou 2 grains à 35 nœuds. Donc là, on riait moins. Il a commencé à y avoir des tensions.
On a tout un peu nos travers qui se révèlent. Hein. Les 5 premiers jours, ok, tout va bien, on s'entend bien. Puis au bout de 5 jours, il y a quand même les caractères qui se révèlent. Mais on s'était toutes dit, il faut prendre sur soi. C'était notre leitmotiv. Chacune est au service de l'équipage. C'est pas l'équipage qui est au service de la personne. Donc on faisait quand même toutes des efforts. Et puis finalement, c'est l'intelligence collective qui fait que tout s'est apaisé. En partant du Cap Vert, ça avait donné le tour. À un moment donné aussi, ah ouais, ça c'était un moment, je parle d'un côté négatif, mais il y a eu des moments extraordinaires. Je me souviens, ça faisait 3 jours qu'on était partis. On avait monté notre Jenaker parce qu'on avait, normalement quand on loue un voilier, comme ça de série, on n'aura jamais, on aura juste les voiles à poste, c'est-à-dire un phoque, enfin un génois, c'est même pas un génois, c'est plus petit, un phoque autovireur, qui est pas du tout performant, puis une GV, qui est non plus pas performante. Donc nous, on avait décidé de mettre un Jenaker, on a fait faire un Jenaker sur mesure avec tous les logos des sponsors. J'avais créé aussi une structure pour gérer ce projet. Ma structure, c'est une association à but non lucratif qui s'appelle Heureusquicom. Et je me souviens, un jour, je suis sur le pont, là, je suis assise, juste devant les filets, là, devant la grande baie vitrée. Je regarde le Jenaker gonflé par le vent, la voile avec le logo de l'association Heureusquicom. Et là, ça me donne des frissons. Moi, je me souviens, la mer, mais elle était belle. Il y avait quand même des creux, peut-être de 2 mètres. Et il faisait beau. J'écoutais ma playlist. J'écoutais I Am Sailing. Tu sais, là, une chanson assez archi connue. Et là, j'ai des frissons. Et je suis complètement connectée avec le bateau, avec les éléments. Et je vois le logo dans cette belle voile. C'est un moment fort de ma vie. Après, il y a eu un autre moment, mais aussi complètement magique. Ça, c'est une expérience un peu mystique. Bon, comme je l'ai dit, notre skipper, c'était quelqu'un de très ouvert. Et je sais plus, 48 heures avant d'arriver, ou 72 heures, il a dit, allez les filles, aujourd'hui, c'est la lune noire. Cette nuit, ça va être la lune noire. 7 jours, on doit écrire notre lettre à l'univers. Je vais paraître un peu perché. Mais c'est le jour où on peut écrire une intention, on envoie ça à l'univers. Si t'es bien connecté, aligné avec toi-même, cette intention, elle va te revenir en retour. Ton vœu, il va se réaliser. Donc, c'est l'heure de prendre mon quart. Il fait beau, mais il y a la voûte étoilée qui épouse l'océan. À un moment donné, je me couche sur le pont supérieur du bateau, sur ces catas. Là, il y a souvent une sorte de toit. Là. Alors bien sûr, je m'attache avant. Je me couche, là, j'ai les yeux, je suis dans la voûte étoilée, j'avance. Là, j'ai une expérience presque mystique où je revois toute ma vie défiler, ma jeunesse, mes amours de jeunesse. Je me revois en train de faire de l'escalade au Salaire. Je vois ma rencontre avec les amoureux, avec mon mari, je vois mes enfants. Enfin, il y a tout qui défile, j'arrive pas à expliquer, j'ai jamais vécu tout ça. Bref, je prends mon petit carnet et j'écris ma lettre à l'univers. Et là, je devrais pas en parler, puis ça doit rester secret. Mais je fais un vœu, et ce vœu, il s'est réalisé. Il faut écrire sous forme d'intention. Faut pas dire j'aimerais que. C'est comme si ça s'est passé. Donc merci l'univers. Alors moi, c'était merci l'univers de me faire naviguer avec Bernard sur un voilier, tu vois. Voilà, donc j'écris ma lettre à l'univers et mon vœu se réalise quelques mois plus tard. Donc voilà, quelques mois plus tard, Bernard et moi, on achète un voilier qu'on a baptisé Fou de Bassin. C'est un oiseau que tu trouves que au large, c'est pas les albatros, mais ils vivent sur des îles au large, sur des falaises. Il y en a pas beaucoup en Europe, il y en a plein en Bretagne. Il y a notamment une colonie vers Roudzic qui est en face de Ploumenark. Bref, il y en a en Écosse. Et voilà, donc et cette soirée là, non mais cette nuit où j'ai écrit ma lettre à l'univers et puis j'étais connectée, mais c'est tellement fort et je sais que les autres elles ont vécu aussi des moments forts comme ça. C'était juste inouï, c'est juste inouï. Et là, tout d'un coup, ça me rend un peu accro à la vie en mer. En fait, j'ai adoré naviguer avec 8 femmes, on est toujours amies. Ça nous a soudés pour la vie. J'ai adoré monter ce projet.
Et quand j'arrive au marin, moi, je suis hyper contente de retrouver mon mari. Il m'a manqué quand même pendant ces 3 semaines. Bon. Les autres, elles se moquaient toutes de moi. Elles disaient, ah. Elles auraient pu continuer de naviguer encore pendant 2 mois, 3 mois. Elles voulaient pas s'arrêter. Au bout d'un moment, j'en avais marre d'être avec cette autre personne. Pour moi, ça m'a demandé par moments quand même pas mal d'efforts. J'adore, en fait, Muriel, la skipper, elle disait, ouais, mais toi, t'es comme un satellite. Par moment, t'es avec nous à fond dans le groupe. Puis par moment, tu disparais, tu pars sur le pont, on ne te voit plus. C'est vrai que j'avais besoin de me mettre dans ma bulle. Parce que j'écris aussi, en fait, pendant toutes ces traversées, j'écris mon livre, qui a été publié après chez un éditeur en Suisse, il est sorti aussi en Suisse, ça s'appelle L'aventure Rose Transat. Et tous les jours, mais ça c'est le rêve, hein, si tu veux, j'ai ma résidence d'écriture en mer. Et les filles, elles ont été géniales, parce qu'elles auraient pu se dire, ouais non mais celle-là, elle se prend pour qui. L'après-midi, j'écrivais. Elles ont pris en charge tu vois, certaines tâches. Donc moi, j'ai le beau rôle, quoi. Muriel, moi, je lui serais éternellement reconnaissante, parce qu'elle s'occupait du bien-être de l'équipage. Elle nous faisait des séances d'hypnose. Elle n'était pas une skipper autoritaire. La journée, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait quand même un peu de la barre. Mais c'est quand même elle qui checkait la météo tous les jours. Elle portait cette charge mentale énorme. Tu disais que il y en avait une d'entre vous qui était vraiment sous l'eau avant d'avoir ce projet, qui lui sortait la tête de l'eau et qui justement était un peu comme une bouée. Et je lisais que votre projet Rose Transat, c'était aussi pour retrouver le cap intérieur oui. De chacune. Est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est traduit de ce côté-là? Ouais, en fait, tu fais bien de reparler, de retrouver son cap après c'était le slogan du projet, retrouver son cap après un cancer du sein. Et j'en ai pas parlé, en fait, à la base. Moi, j'avais besoin de retrouver mon cap à moi. Et je pense que ça m'a aidé. Et puis Caroline, elle dit que ça l'a littéralement aussi, oui, sorti, elle a évité ça l'a empêché de se noyer. C'est parce qu'en fait, quand t'es en mer, t'es dans l'instant présent. Tu vois, tu peux faire plein de théories, parce que moi, je me disais, on va échanger autour du cancer, on va se soutenir. Mais c'est pas du tout ça, pas du tout ça. En fait, tu montes sur ce bateau, tu pars pour une traversée de 3 semaines. Déjà, les éléments, ils te remettent à ta place très vite. Déjà, le premier jour, il y en a qui avaient le mal de mer. Et puis, en fait, on est occupé dans l'instant présent à faire les manœuvres, quand même, gérer la vie quotidienne, faire à manger, faire la vaisselle. Caroline, elle a fait beaucoup, enfin, c'est quelqu'un de très drôle, elle nous faisait beaucoup rire. Et puis, je crois que la photo, en plus de la navigation, la photo, ça l'a aidé à retrouver son cap. En fait, on avait presque toute une activité à côté de la navigation qui nous aidait personnellement. Stéphane, par exemple, qui m'aidait à trouver de l'argent sur sa tablette, elle prenait des leçons de piano. Francesca, elle s'occupait de faire les enregistrements pour le podcast. Elle avait toujours le micro ouvert. Toujours, toujours. C'est devenu notre compagnon, hein, son micro, ça, avec sa bonnette, comme on disait. Karine, la médecin. Bon, elle est restée un peu en dehors. Elle était plus jeune que nous. Elle avait 40 ans. Puis elle est restée en position méta. Elle était bienveillante avec nous. Il y en a une, tous les 3 jours, on envoyait des vidéos rigolotes, des tutos. Alors on envoyait à Aurélia, qui faisait la com. Alors on écrivait des sketchs. Et je crois que c'est comme ça qu'on retrouvait notre cap. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a 2, justement Nadège et Nicole, qui avaient eu des cancers il y a déjà 15 ans, mais il y a des cancers vraiment très très méchants, quoi. Elles avaient vraiment cru qu'elles allaient mourir. Et elles, ça leur a permis, je pense, de métaboliser ce traumatisme qui n'avait pas été évacué. Alors, ouais. Mais le fait d'être sur l'eau, moi je trouve ça, enfin pour moi en tout cas, c'est un anxiolytique. Je veux pas parler pour Caroline, mais je pense aussi. Parce que ouais, t'es dans l'instant présent, et quand tu dois manœuvrer, un jour on a perdu notre Jennaker, enfin la drisse du Jennaker s'est cassée, c'était déjà le 5e jour. Alors voilà, c'est tout le monde sur le pont, on sort ce Jennaker de l'eau. Et puis la vie, il s'arrête jamais sur un bateau, quoi, c'est du 24 heures sur 24. T'es plus à l'écoute de ton corps,
c'était quand même, c'est fatigant quand même, la navigation, donc tu fais la sieste, on mangeait bien. Donc en fait, on était vraiment très présente dans notre corps. Et puis entre nous, on s'est prodigué beaucoup d'affection. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'était très tactile. Et ce qu'on vit moins forcément dans la vraie vie, pas tellement. Mais voilà, il se trouve qu'il y en a plusieurs qui sont assez démonstratives, qui ont des métiers en lien avec la santé. Il y avait une physio, ouais, et on se prenait souvent dans les bras. Ça arrivait, quand on prenait des fous rires, bah, souvent, bah, tout le monde, pas toujours tout le monde riait, mais il y a toujours, tu trouvais toujours quelqu'un pour rire avec toi. Puis quand tu pleurais, parce que moi j'ai pleuré plusieurs fois, ça m'a fait remonter justement le deuil de ma sœur. J'ai fait un rituel pour ma sœur. Après, j'ai les copines qui m'entouraient. Et donc, c'est génial parce que tu peux évacuer tes stress, tes traumatismes. Et donc, on a navigué pendant 3 semaines. Et ça a été extraordinaire. Oui, bien sûr qu'on a parlé du cancer, mais c'était pas du tout au centre. On a eu quelques moments très émouvants, mais voilà, on est 8 femmes, on traverse l'Atlantique, on fait nos quarts de nuit, on rit beaucoup, on mange super bien parce qu'il y en a 2 ou 3 qui nous faisaient même des recettes de chefs cuisiniers de Otto Lengi. Je sais pas si tu connais, mais c'est complètement fou. On a plein de frais à bord, des légumes et tout ça. Et voilà, et on arrive là-bas et on a les conjointes qui sont venus qui viennent nous attendre. On a nos enfants, pas les miens, mais il y a des enfants qui sont là. Et je dois dire que ce moment où on est arrivé, donc on est parti des Canaries, de Tenerife, et puis on est arrivé au Marin, dans la baie de Sainte-Anne. Et le jour où on arrive, c'est tellement émouvant. Donc, et puis en plus, il y a de nouveau toute l'équipe qui est là pour faire les films. Il y a Anne Boger, qui est une photographe maintenant, qui fait des films et des vidéos pour les gens qui font la course au large. Elle est là sur un Zodiac. Non, donc c'est complètement fou. Donc pendant 3 semaines, vous vivez l'instant présent, mais une fois que vous rentrez chez vous, ça reste en vous? Est-ce que le cap que vous avez réussi à retrouver, il reste? Alors, ce qu'elles ont toutes dit, oui, ça les a portées encore quelques mois, puis bien sûr, ça s'émousse. Et ce qui s'est passé, il y a 2 choses. C'est quand on est arrivé, les filles, elles disent, alors maintenant on fait quoi? C'est quoi la suite? Puis Elisabeth, c'est quoi la suite? Maintenant il faut... Parce que pendant la traversée, on avait récolté des sous, parce qu'on avait dit, quand à notre tour, on veut offrir des cours de voile à des femmes touchées par la maladie, aussi par le cancer du sein. On veut offrir des stages de voile sur le lac Léman. Là, on a récolté quand même pas mal de sous. Enfin, les gens, ils pouvaient mettre un 1000 marins, 1 euro, tu vois. Et on a récolté des sous, donc on avait des sous. Elles étaient toutes là, mais alors, c'est quoi la suite, Elisabeth? Et moi, j'avais été claire dès le départ, j'avais dit, moi, je fais le projet, je veux qu'il y ait un film, je vais écrire mon livre, et puis après, je passe à autre chose. Moi, mon idée, c'était, maintenant, je navigue avec Bernard. Mais les filles, elles ne l'entendaient pas comme ça. Et on a été invité à donner des retours aux sponsors, on a été invité à pas mal de conférences, il y a eu une grande visibilité médiatique à notre retour, passer dans la radio, la télé, je crois. Et moi, je vais écrire mon livre, donc moi, c'est ma priorité, c'était le livre à écrire. C'est là que tout d'un coup, printemps 2020, Covid, tu sais, confinement. Et d'un côté, c'était, ah bah merci, comme ça, j'ai plus besoin de travailler, je faisais du télétravail, je donnais des cours à distance, mais c'était moins lourd que si je vais aller en classe. Enfin, c'est horrible, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts de cette horrible pandémie, mais moi, j'ai pu finir d'écrire mon livre, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Et puis, il y a quand même toujours les filles qui disent, alors, il y a quoi? Et finalement, il y a un petit comité qui s'est reformé, qui a décidé de monter des cours sur le lac Léman. Et puis maintenant, il y a toujours une suite à Rose Transat, vu que c'est devenu une association. Eurosquicom se concentre maintenant sur les reportages. Et puis il y a une association Rose Transat qui a vu le jour et qui se dédie exclusivement aux femmes qui ont eu le cancer du sein. Enfin, on organise des stages sur le lac Léman et en mer pour les femmes qui ont eu le cancer du sein. Alors il y a plusieurs personnes de l'équipage qui sont très impliquées dans ce projet et c'est génial parce que finalement il y a toutes les personnes de l'équipage qui ont fait partie du comité à tour de rôle.
Et maintenant, il y a 3 personnes de Rose Transat qui sont au comité. Et c'est génial, donc c'est pérennisé. Alors c'est surtout, chaque année on se dit, mais mon Dieu, bientôt il n'y a plus de sous, comment on va faire? Mais toujours est-il, ça existe toujours. Et puis après, il y a quand même pas mal de personnes qui sont venues vers moi qui rêvaient de faire la Transat, parce que les stages sur le lac Léman, c'est bien, mais c'est pas les mêmes conditions, puis on a fait rêver plein de femmes, donner de l'espoir à plein de femmes avec notre Transat. Mais moi, tout d'un coup, j'ai besoin de tourner la page, sortir du cancer, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas toutes pareilles, hein. Caroline, par exemple, aussi, qui a réussi à sortir sa tête de l'eau grâce au projet. Elle s'est beaucoup impliquée pendant un moment. Puis maintenant, elle fait complètement autre chose. Elle a repris sa vie. Voilà. Chacune en votre temps. C'est ça. Toi, tu l'as laissé à l'eau. Ah ouais, moi, j'ai jeté le cancer. J'avais dit un jour, je jette le cancer à l'eau. Par contre, l'amour de la mer est là. Et maintenant, je navigue sur Footbassan. J'ai toujours besoin moi, l'écriture, ça fait partie de ma vie. Maintenant, les podcasts aussi. J'ai la chance d'avoir pu en réaliser un. C'est peut-être encore un cadeau de Rose Transat, parce que, comme je l'ai dit, sur Rose Transat, il y avait Francesca qui travaille pour la RTS, qui est une journaliste professionnelle, qui a réalisé le podcast 8 femmes à bord. Et en fait, grâce à Francesca, j'ai pu réaliser aussi un podcast, mais qui n'a rien à voir avec le cancer, sur une pionnière de la navigation. Mais voilà, Francesca, elle m'a un peu introduit dans ce milieu-là de l'audio. La vraie vie de Miette. La vraie vie de Miette, voilà. Et oui, c'est vrai que du coup, ça te suit, c'est une histoire sur la navigation aussi. C'est ça, une histoire sur la navigation. Miette, Hermine de Saussure, c'est une femme qui a navigué en équipage féminin entre 1918 et 1926. Et elle a organisé des expéditions en Méditerranée, dont on a pas mal parlé de son vivant. Et puis aussi sur l'océan Nord-Atlantique. Elle a navigué avec Ella Maillard, une écrivaine voyageuse très connue en Suisse, qui est connue aussi des personnes qui s'intéressent aux écrivaines ou écrivains voyageurs et voyageuses. Ça peut être une poursuite pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur tes créations et tes projets. Est-ce que tu pourrais, pour peut-être terminer, une dernière question dans le podcast, à ton avis, pourquoi est-ce que la mer fait partie de ta vie, que ce soit dans le cadre de ce projet, de tes navigations avec ton mari, pourquoi est-ce qu'elle est si présente? Bon, comme je disais, je ressors, quand je suis en mer, je suis vraiment dans l'instant présent, ce que je retrouve pas dans la vie quotidienne. Je suis un peu, je pense que j'ai quand même souvent un fond un peu anxieux que je masque avec de l'hyperactivité. J'ai toujours plein de projets. Donc la mer m'apaise. Et puis la vie, je trouve qu'elle est simple à bord. Il faut faire à manger, il faut s'occuper des manœuvres. Je ne pense pas. Le bateau, il prend tout ton temps. Hein. Faire la météo, la route. Après, t'arrives dans un port, il faut aller faire l'avitaillement, faire des courses, faire à manger, ça prend du temps. Mais j'aime bien, puis on a une jolie complicité à bord. Même si ça n'a pas toujours été simple au début, il a fallu s'accorder que chacun trouve sa place. Mais je trouve que la vie, n'est pas si simple parce que, voilà, un bateau, c'est exigeant, faut avoir voilà, c'est un budget aussi, ça demande certains choix. Mais la vie sur l'eau, ça me fascine. Et bon, j'ai encore jamais eu de grosses tempêtes, je dis pas, hein. T'es près de la nature, tu rencontres souvent des animaux, des dauphins. Je me suis acheté un micro-hydrophone. Ça, c'est extraordinaire. Que je mets dans l'eau, et on était aux Açores il y a 2 ans. Il y a on est tombé sur un groupe de cachalots, on a arrêté le bateau, éteint le moteur, j'ai plongé le micro-hydrophone dans l'eau, c'était juste inouï, magique. D'entendre ces cachalots communiquer avec leurs clics. Donc c'est ça qui m'attire, quoi. Eh ben, merci beaucoup Elisabeth pour ton partage. Merci à toi Lucie. C'était très chouette. Et j'espère que ça peut donner autant aux auditeurs l'envie de créer des projets et de savoir que c'est possible, qu'on peut avoir, comme tu disais, une idée en l'air, mais qu'elle peut se concrétiser quand en fait on s'implique, on en parle autour de soi et que les choses peuvent s'aligner. Et on peut aussi aller découvrir la mer pour toutes les belles choses qu'elle a à nous offrir. C'est ça, faut toujours croire en ses rêves. Après, faut se donner les moyens de les réaliser. C'est vrai, ça va de pair.
Eh ben, merci beaucoup. Super, merci. Je pensais pas que j'aurais autant de choses à raconter, tu vois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez poser une question à mon invité du jour et découvrir sa réponse dans le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Instagram, sur le compte Instanté Podcast. Vous y trouverez plein d'informations complémentaires à l'épisode, telles que des photos de cette aventure ou des mini-reportages sur les sujets qui sont évoqués. Et en attendant le prochain récit à la voile, laissez-moi un commentaire ou une note pour soutenir le podcast. À bientôt!